Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 128. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. C'est l'une des premières choses que l'on fait quand on lance son activité ou même juste quand on lance un nouveau produit. C'est l'une des premières choses et le faire donne vraiment corps à notre projet. Une fois qu'on l'a, c'est tout un univers qui s'offre à nous, c'est concret, c'est là, c'est parti, on a sauté dans le grand bain. Cette chose que l'on fait et qui change tout, c'est choisir son nom. Et c'est une étape fondamentale, c'est le début de l'histoire. Sauf que c'est pas si simple de choisir un nom, justement parce que c'est tellement important. Et si je me trompais, et si les gens n'aimaient pas ce nom, et si personne ne le comprenait, et si on ne l'écrivait pas bien, et si ça voulait dire un truc horrible dans une autre langue, et si je n'avais pas le droit de l'utiliser, et si je devais changer de nom, et si. Vous me voyez venir, aujourd'hui, j'ai envie de parler de nom de marque. Comment est-ce qu'on fait pour le choisir? Quelles sont les étapes indispensables à ne pas manquer et comment fait-on pour l'annoncer? Et pour nous parler de tout ça, j'ai choisi d'accueillir quelqu'un qui en plus a eu la lourde tâche non pas de choisir un nom pour un nouveau produit, mais de changer le nom d'une marque déjà très bien établie et avec plusieurs millions de clients. Je vous laisse imaginer les enjeux. Cette personne, c'est Fabienne Lescornet, qui est directrice marketing et communication de Floa, le nouveau nom de Banque Casino. Dans cet épisode, Fabienne me raconte toute l'histoire, pourquoi il fallait changer de nom, comment savoir que c'était le bon moment, comment elle a fait pour choisir Floa et toute la stratégie de lancement qu'elle a mis en place. Et ce qui est particulièrement étonnant, c'est que tout ça, ça vaut tout autant pour une grosse structure qu'une toute petite. Alors tendez l'oreille et installez-vous confortablement, je vous emmène dans les coulisses d'une banque qui change de nom. Bonjour Fabienne et bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle. Je suis ravie de vous accueillir Fabienne. On va parler d'un sujet qui est un sujet pas si simple que ça, un sujet qui fait peur souvent à beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise. C'est le sujet de changement de nom quand, quand ça nous arrive, quand on a besoin ou quand c'est le bon moment de changer de nom pour sa marque ou pour son entreprise. On va parler de ça tout de suite, mais juste avant, Fabienne, pour les personnes qui vous connaîtraient pas, est-ce que vous pourriez nous dire qui vous êtes et puis ce que vous faites? Oui, ravie d'être avec vous, aujourd'hui. Donc je suis Fabienne Lescornet, je travaille chez Floa et je suis en charge du marketing et de la communication. Et quand on entend communication, c'est les aspects branding et également les aspects, communication client. Voilà, j'ai fait tout mon parcours, essentiellement dans la banque et les produits financiers et j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois sur le repositionnement et le rebranding, de notre marque. Génial. Est-ce que vous pouvez me dire Floa, au cas où ça parle pas à tout le monde, qu'est-ce que c'est que Floa justement puisque ce nom est quand même relativement nouveau? Et oui, c'est une toute jeune marque, Floa, et en effet, on est en train de bâtir notre notoriété et j'y reviendrai puisque on l'a lancée il y a un peu moins de 2 ans, maintenant. Floa, on est une entreprise, française basée à Bordeaux. On est né au départ, on est les anciens banques Casino. Donc on est né au départ de la volonté du groupe, Casino qui souhaitait équiper ses clients de cartes, de paiement pour, embarquer de la fidélité et cetera. Et puis, donc ça c'était en 2001 et puis, notre modèle a beaucoup évolué et s'est surtout beaucoup digitalisé. Et donc quand on s'est digitalisé, on a été vers de nouveaux marchés, de nouvelles offres et puis finalement, on a travaillé de plus en plus avec des fintechs, beaucoup d'innovations. Aujourd'hui, Floa, on est spécialiste des petits crédits ou des petits financements, c'est-à-dire, des paiements qu'on va rembourser en 3 ou 4 fois, en tout cas sur une période de moins de 3 mois et on est les leaders français de ça. Donc si vous achetez par exemple, puisque là maintenant on peut revoyager à nouveau vos billets d'avion et que vous souhaitez les payer en 3 ou 4 fois, il y a de très grandes probabilités que derrière ce soit Floa qui opère ce paiement. Donc Floa, effectivement, c'est pas une toute petite entreprise, hein, puisque c'est Banque Casino, derrière, donc c'est pas tout petit. Mais vous me disiez, en off que certes, c'est
une grosse structure derrière vous. Mais Floa en soi fonctionne un peu comme une start-up, enfin en tout cas comme une. Ça reste une petite structure au sein d'une grosse structure, c'est ça? Exactement. Alors, on a été créé du coup enfin, juste pour précision, c'est vrai qu'au départ, c'était le groupe Casino. Maintenant, il y a eu des changements actionnariaux. On a rejoint le groupe BNP en début d'année, mais voilà, on reste une toute petite structure indépendante. On a un peu un format de start-up, maintenant plutôt de PME parce qu'on se développe, on est leader France, on se lance en Europe, et cetera. Donc évidemment, on a une très jolie trajectoire, mais on a des modes de fonctionnement quand même très proches de l'entrepreneuriat parce qu'on a dû réinventer un modèle, pivoter à un moment donné sur le digital au moment où d'autres ne le faisaient pas, parce qu'on était aussi contraint par un marché qui bougeait très vite et on avait une forme d'entreprise qui nous permettait, assez agile et assez, ouais, assez facile à manœuvrer par rapport à de grandes banques très institutionnelles. Et on y reviendra aussi quand je vais parler plus du rebranding. Ça a vraiment été une clé de succès et ça a vraiment été un avantage différentiel. Je pense que c'est, voilà, quand je parlerai du momentum, il y a des façons de changer de marque qui sont plus simples probablement quand on a des structures plus agiles, plus légères. Ouais, et c'est aussi plus simple quand on est sur le digital parce que c'est l'un des gros pour moi qui viens de Microsoft, je peux le dire, c'est pas simple d'être dans une très grosse structure, quand bien même c'est une structure qui a des moyens, c'est pas simple de faire du digital dans une très grosse structure. C'est certainement plus facile d'être dans une structure de moindre taille, mais du coup plus agile. Donc, très bonne idée, je trouve, d'avoir réussi à garder cette petite, entité au sein d'un grand groupe. Je trouve que c'est un bon moyen de vivre sur le digital. Oui, et ça, on y tient beaucoup à cette autonomie parce que justement, on pense que c'est un des facteurs clés de succès et que on le voit bien d'ailleurs avec l'accélération des startups, des fintechs, enfin, dans un marché très disrupté. Donc, on a besoin de garder cette fraîcheur, cette autonomie, cette capacité à se remettre en cause rapidement pour évidemment servir un business, une stratégie à plus long terme. Ça, voilà. Évidemment. Alors justement, parlons de cette histoire de changement de nom, hein, de passage de Banque Casino à Floa. Moi, j'ai une première question qui me vient à l'esprit, toujours sur quand on se pose la question de changer de nom, c'est quand? Comment est-ce qu'on fait pour savoir c'est quand est-ce que c'est le bon moment pour changer de nom? Comment on fait? Alors, d'abord, on n'en est jamais vraiment sûr. En revanche, on capte quand même certains types de signaux qui viennent du marché, des partenaires, de nos clients et même de l'interne. Hem, Cette conviction, moi je travaille à la marque et à la com, je l'avais déjà depuis un moment, mais c'est compliqué d'aller voir son actionnaire et son patron lui dire: «Oh écoute, là, notre marque, non, il faut qu'on la change». Ça suffit pas. Il faut vraiment avoir des arguments business, marché pour, parce que d'abord c'est un coût, c'est une prise de risque et il faut se dire comment on y va. Et finalement, quand est-ce que c'est le bon moment? Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Un, c'est quand, notre marque ne sert plus du tout la stratégie de l'entreprise. Quand on est au cœur de stratégies très digitales, quand l'innovation, c'est au cœur de notre ADN et que la marque ne porte pas du tout ces valeurs, bon ben là on a une dissonance, ça fonctionne plus et la marque n'est plus du tout au service du business. Et puis il y a eu un autre phénomène, on travaille beaucoup sur des offres B2B, donc pour un grand opérateur téléphonique, voilà je ne donnerai pas son nom, qui nous a dit aussi: «Écoutez, votre produit il est super, par contre votre marque c'est un vrai problème pour nous». Donc là, non seulement elle n'aide pas la stratégie, mais au contraire, elle devient presque un écueil. Voilà, donc tous ces signaux les uns derrière les autres, on se dit: «Bah, probablement que là, il y a quelque chose à faire» et après le moment, il est important. Ce que je veux dire par là, c'est que, on a regardé évidemment la notoriété qu'on avait à l'époque avec Banque Casino, ce sont les mêmes équipes, hein. Bon, bah, la notoriété, en réalité, elle était surtout portée par Casino, le groupe éponyme, mais assez peu par Banque Casino. On avait l'ambition aussi de se développer à l'international. On savait que c'était dans notre trajectoire. Banque Casino en Espagne, autant vous dire que ça marche pas du tout. D'ailleurs, Casino, c'est compliqué. Et puis alors Banque Casino, voilà, il y avait une association qui fonctionnait pas du tout. Donc on avait tous ces signaux qui nous ont dit: «Non mais là, c'est quand même le bon moment. On n'a pas une notoriété incroyable. La marque, elle sert plus du tout le business et elle va être un problème pour notre stratégie dans les mois à venir». Bon, ben, on s'est dit: «Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas?» Donc quand on s'est posé un peu cette question, enfin ça paraît très compliqué, mais c'était assez simple, hein, dans la démarche. Donc on a eu tous ces éléments et puis on s'est dit: «Bah, voilà, il y a 3 façons de le faire. C'est un, surtout on change rien, hein, voilà, on reste comme ça, on prend pas de risque, donc on change rien. 2, bah,
on fait une petite évolution, on va essayer de twister notre marque, on pourrait s'appeler BCA, Banque Casino, bon, on sait pas trop. Ou alors clairement, il faut qu'on change parce que on va vers un nouvel écosystème, parce que la concurrence va être beaucoup plus rude, parce qu'on a besoin de se développer à l'international. Bon, je pense que la réponse, elle est un peu dans ma question. Ouais. Évidemment, on a pris la troisième option et on s'est dit non, il faut complètement twister et se repositionner et faire un rebranding 360 complet. Alors ce que j'entends, c'est super intéressant. Ce que j'entends dans ce que vous dites Fabienne, c'est que, changer de nom bien évidemment, enfin on va pas se leurrer, c'est un risque en soi, c'est une prise de risque, c'est surtout un coût. Il faut évidemment faire tout ce rebranding, communiquer, la notoriété et cetera. Donc il faut se poser réellement la question de: «Pourquoi est-ce qu'on veut changer?» Et ce que j'entends et qui me semble très fort, c'est de se dire: à un moment donné, si notre nom n'est plus en phase avec qui on est. Là, dans le on, c'est le groupe, mais ça peut être voilà une marque adjacente ou autre. Mais si on n'est plus en phase avec le groupe, si ça ne nous sert pas, ou encore pire, ce que vous dites, si ça nous dessert, puisque là, en fait, avec notamment ce gros client, j'imagine que Banque Casino n'avait pas une image qui correspondait à ce qu'il cherchait peut-être. Si ça vient de être un désavantage et en plus ne pas être en phase avec ce qu'est la marque actuelle, effectivement, c'est le moment de prendre ce risque et ce coût financier et d'aller changer. Moi, j'aime beaucoup l'idée de dire, en fait, tout ça, ça part d'une histoire de positionnement et de valeur. Si on n'est plus en phase, il faut changer les choses. Voilà. En fait, le sujet, c'est surtout nous. C'est que notre offre, elle avait énormément évolué, notre proposition de valeur avait changé et on n'avait pas fait le boulot, nous, sur notre positionnement de marque. Donc, on était clairement en décalage. Donc, c'est vraiment nous qui devions retravailler cette marque pour qu'elle colle au positionnement du business et à la stratégie de l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on l'a fait. Donc, en effet, il y a un sujet de budget, mais là encore, on s'imagine tout de suite que c'est des millions d'euros pour changer de marque. Ça n'a pas été le cas chez Banque Casino et qu'on a, twisté sur Floa pour plusieurs raisons. D'abord, on n'avait pas les moyens, donc ça en est une très bonne et en plus, on a quand même internalisé beaucoup de savoir-faire, donc il y a quand même énormément de choses aussi qu'on a fait en interne avec les équipes, en présence. Évidemment, pour tout ce qui est repositionnement, étude du marché, comment on allait parler de nous et cetera, là, on s'est fait accompagner d'une agence. On l'a fait en 3 phases. D'une part, on a travaillé avec une agence de pure branding, là où on a travaillé notre plateforme de marque, notre architecture de marque. Une fois que ça a été validé, on a commencé à travailler sur, le naming, c'est-à-dire comment on allait s'appeler. Voilà, une fois qu'on avait défini un peu comment on avait besoin de parler de nous, on a fait un brief avec une agence de naming en disant, bah voilà, il faut que ça porte des valeurs de simplicité, d'optimisme, de fluidité. Et on a aussi mis des contraintes. Il fallait qu'on comprenne que, bah, on soit une banque, parce que Banque Casino, ça a quand même d'énormes avantages aussi, c'est que dans le nom, il y avait banque, il y avait notre métier. Voilà, changer. Donc il fallait que notre marque, ce qu'on disait, qu'elle soit autoportée, qu'on comprenne immédiatement notre offre et notre proposition de valeur. Et puis surtout, il fallait qu'elle soit parfaitement comprise, également à l'international. Et ouais. Donc, attention au double sens, et cetera. Donc après, on a travaillé avec, des linguistes, hein, pour s'assurer qu'on n'ait pas, voilà, que ce soit pas un mot d'argot ou un double sens ou même compliqué à prononcer, Ouais. voilà, pour éviter l'effet Crystal Dark, Dark Crystal, au UK par exemple, qui voilà, avec des mauvaises traductions et cetera. Donc, voilà un peu le brief qu'on a fait et évidemment, après, il y a toute la partie sur la propriété intellectuelle. Il y a tout un gros levier juridique avec pas mal de recherches. Donc là, on s'est fait accompagner un cabinet d'experts, d'avocats qui ne font que ça, pour s'assurer que, bah, la marque, elle est bien disponible dans les classes choisies et cetera et qu'on pourrait bien l'utiliser, voilà, sur tous Ouais, les pays. ça c'est un élément important et quelle que soit la taille de l'entreprise là pour le coup, c'est parfois un élément qu'on oublie. Enfin moi je le vois assez régulièrement, des gens qui se disent: «Ah ben voilà, bon je vais soit changer de nom, soit choisir un nom d'ailleurs, hein, peu importe», sans vérifier que, ce nom est disponible tout simplement. Et ça nous mène à quoi? Ça nous mène à des situations où on va se lancer au tout début. Alors Floa, c'est différent parce que dès le début on vous connaît, mais si on est une marque, par exemple, inconnue, on va se lancer avec notre nom, on va commencer à grossir. Personne nous verra, donc personne viendra nous embêter. Et puis le jour où on va commencer à bien fonctionner, bien marcher, être visible, et ben là, bim, on va venir nous voir en nous disant, mais attendez les cocos, vous n'avez pas le droit d'utiliser cette marque. Et ça, c'est vraiment un problème parce que changer de nom quand on n'est pas connu, c'est pas grave. Le risque est quand même extrêmement limité. Changer de nom quand on n'est plus connu et qu'on l'a pas choisi,
c'est quand même une autre affaire. Donc c'est vraiment important, je pense, d'aller vérifier les éléments juridiques et de le faire avec des professionnels. Parce que j'entends plein de gens qui me disent: «Ah non, mais c'est bon, je suis allée, sur le site de l'INPI et j'ai juste checké si le nom existe». C'est bien plus complexe que ça. On ne se rend pas compte à quel point, le droit de la propriété intellectuelle est extrêmement complexe. Donc moi, j'invite tout le monde à se rapprocher d'un juriste, spécialisé, dans le domaine. Oui, alors tout à fait. Ce point-là, il est crucial en effet. Il y a des étapes dans le projet que j'avais identif enfin, qu'on avait identifiées sur lesquelles vraiment on ne peut pas se rater et alors en effet, la validation juridique, elle est clé. Elle est clé et il ne faut pas la sous-estimer cette phase-là. D'abord parce qu'elle prend du temps et surtout, il faut vraiment se faire accompagner. Là, par contre, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner d'experts parce que c'est un métier qui est complexe, parce qu'il faut aller faire des recherches, il y a des choses qu'on peut challenger et d'ailleurs, il y avait le nom du départ qu'on avait retenu, enfin à la fin, on avait une petite shortlist et donc forcément on a cherché avec ses avocats et le nom pour lequel on avait une petite préférence, bah, clairement il était pas libre. Donc voilà et ben, il a fallu faire un repli et c'est pas du tout un regret puisque Floa aussi, était un très beau nom. Heu, mais c'est difficile et alors en plus, il y a une stratégie de déposer énormément de noms Ouais. de marques pour aussi alors bon je suis pas dans le secret de tous, mais je pense aussi pour préempter certains terrains. Donc ça devient quand même vraiment le sujet des marques devient de plus en plus complexe et ça, il y a énormément voilà, de spécialistes de la propriété intellectuelle qui pourront vous sensibiliser, vous expliquer, cela. Donc il y avait ce point-là et il y en a un autre aussi qu'il faut pas négliger, notamment quand on fait du digital, c'est s'assurer que le nom de domaine soit bien libre. C'est ce que j'allais dire et pour moi, c'est même le premier truc à faire. Parce que, alors je le dis pour les toutes petites marques qui veulent aller, simplifier les choses, le premier truc à faire pour moi, c'est d'aller regarder le nom de domaine parce que je ne suis pas juriste, donc attention à ce que je dis, mais pour extrêmement simplifier l'histoire, le dépôt à l'INPI, c'est très bien, ça a plein d'avantages, sauf que ça n'est pas nécessairement parce que, on a un dépôt à l'INPI qu'on est protégé. Parce que c'est l'antériorité qui prévaut. Donc quelqu'un qui utilise déjà la marque avant vous, mais qui ne l'a pas forcément déposée à l'INPI, eh bien elle peut quand même avoir droit sur cette marque. Donc première chose à faire, à mon avis, quand on est tout petit, qu'on n'a pas forcément les moyens, etc., c'est déjà de commencer par aller regarder le nom de domaine. Si le nom de domaine est déjà utilisé, très sincèrement, à mon sens, il faut pas se casser la tête, il faut trouver un autre nom, il faut sortir et on s'arrête tout de suite. Oui, alors ça oui, je vais pas dire le contraire, c'est exactement la démarche qu'on a eue de s'assurer les premières choses. On allait voir sur le c'est Ouz je sais plus, enfin, le Le nom du Who's site, ouais. le Ouzou, ouais, le Ouzou des extensions, voir si c'était libre et aussi il y a ça et alors en plus nous on avait cette difficulté enfin cette complexité de l'international, on savait qu'il allait arriver. Donc on voulait avoir aussi plusieurs extensions, Ouais. donc le .fr, le .com et cetera. Donc mais ça on le voit tout de suite, enfin voilà, on peut le faire directement depuis son écran, donc ça c'est très simple à vérifier. Mais c'est sûr que c'est déjà le premier juge de paix. On sait si ce nom on peut y aller ou ne pas y aller. Donc voilà un peu les grandes étapes qu'on a dressées. Et ensuite, une fois que le positionnement a été validé, que l'on a trouvé le nom et qu'on s'est assuré qu'ils étaient bien libres, qu'on pouvait l'utiliser et qu'on l'a tout de suite déposé. Alors en plus là, il y a pas mal d'étapes un peu réglementaires à respecter, mais enfin rien de bien insurmontable. Alors on a commencé à travailler sur vraiment les aspects de pur design, de branding et de charte applicative. Donc ça c'est ouais, c'est une ba ça ouais, c'est une partie qui est hyper sympa. Donc là on s'est fait vraiment accompagner d'une agence de design, et on a vraiment commencé à dérouler par rapport à ce nom Floa qui portait cette fluidité. On voulait que ça embarque cette idée aussi de fractionner de paiement, de simplicité, mais on voulait aussi quand même garder une forme de rattachement à notre groupe qui nous a vu naître au départ. Donc c'est un petit clin d'œil, cette marguerite qu'on a, la lycotype qu'on a à côté de la marque, qui est aussi quelque chose qui venait du groupe Casino et qui faisait aussi partie de notre histoire. Donc on voulait pas faire non plus complètement table rase du passé. On avait une histoire à raconter parce que, oui, j'ai oublié de le préciser, on avait déjà pas mal de clients. Donc c'est vrai que la notoriété était faible, mais à l'époque, on devait avoir pas loin de 2,5 millions de clients déjà, que l'on servait régulièrement. Donc il fallait aussi bien accompagner bah, ce rebranding auprès de toutes nos audiences et toutes nos cibles.
Ouais, c'est un élément super important, super intéressant et je sais que plein de gens passent à côté. En général, heu et j'allais dire, quand on est à son compte, mais en fait, il y a plein d'entreprises et même des grosses entreprises qui font cette erreur-là. En général, quand on fait, un changement de nom notamment, le premier truc qu'on a envie de faire, c'est justement faire la charte graphique, c'est faire le logo. Tout le monde me dit: «Moi, ce que je veux faire, c'est le logo, tout de suite, tout de suite». Pourquoi? Parce que c'est ce que vous dites, c'est sympa. C'est vrai que c'est une étape créa, donc c'est plutôt assez agréable et cetera et les gens ont tendance à vouloir aller sur le logo et à vouloir faire un logo joli. Sauf qu'il faut bien comprendre qu'un logo, ça peut être joli, hein, je dis pas qu'il faut pas que ce soit joli, mais ça doit nécessairement avoir du sens. Il faut comprendre que, notre cerveau va décrypter énormément de codes. C'est totalement inconscient, hein. On se rend pas forcément compte de tout ce qu'on décrypte, mais on décrypte beaucoup plus de sens qu'on ne le pense. Et ça, je peux le dire pour avoir fait plein d'études, consommateurs dans mon ancienne vie quand je travaillais, notamment dans le tabac qui est quand même une industrie très particulière. On va pas pouvoir faire de la publicité comme on veut, donc on travaillait beaucoup sur le graphisme et je peux vous assurer que les consommateurs, de façon complètement inconsciente, intègrent énormément de choses des éléments, de logos, de chartes graphiques et cetera. Donc c'est extrêmement important, ce que vous disiez, de travailler, voilà, de comprendre notre positionnement d'abord pour pouvoir, transcrire ce positionnement dans le logo et en fait, ce logo, il va raconter plein de choses. Il va raconter, vous le disiez, la fluidité, le fractionné, l'affiliation au groupe Casino, etc. Et ça, c'est super, super important. Et c'est pour ça que je pense que, enfin, je suis contente que vous en parliez en troisième point, après le positionnement et la validation juridique, parce que vraiment, c'est ce qui doit arriver à la fin, en fait. C'est une espèce de concrétisation de tout ce qu'on a pu faire pour construire cette marque. Alors après, c'est le moment sympa. Faut faire un peu attention. Je sais pas combien de temps. Je crois que ça a été relativement rapide pour Floa, mais ça peut vite être une espèce d'histoire sans fin, hein, les chartes graphiques. Moi, j'ai vu des chartes graphiques, qui duraient 2-3 ans à se construire, hein, donc ça peut être long aussi. Ouais, alors, en effet, tout ça je valide complètement, c'est vraiment les étapes. Alors probablement qu'en plus la partie de la création graphique, ça a été probablement la plus simple et la plus rapide, j'ai envie de dire, parce qu'on avait fait tout ce boulot préparatoire, en amont et qui lui vraiment ça a été quand même pas mal de travail, mais qui a mobilisé assez peu de personnes. On l'a fait d'abord avec, le comité de direction, voilà et on décidait très vite donc finalement ça a été assez rapide. Je parlerai après du timing, de tout ce rebranding. Mais j'ai envie de dire, la charte graphique, une fois qu'on en est là, ça y est, c'est la fin. On a déjà défini à peu près. Donc après, on se pose des questions. On se pose aussi quand même certaines contraintes, hein, parce que il doit y avoir. Nous, on est une entreprise essentiellement digitale. Bon, bah, sur le digital, il y a deux, trois contraintes quand même à respecter. Voilà, il y a des couleurs qui vont un peu moins bien ensemble. D'ailleurs, on n'a pas tout parfaitement réussi du premier coup, mais ça, c'est normal, je pense. Et la charte graphique, ça a été assez vite. On a d'abord fait une charte, on a posé nos principes, les chromies principales, etc. Et après, on a décliné une charte applicative pour que justement les équipes puissent l'utiliser facilement. Donc, et puis il y a certains sujets qu'on n'a pas réalisés, il n'y a pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour commencer à avancer d'autres choses. Donc, ça, c'est une étape qui a été, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'elle est sympa cette phase créative parce que on challenge des concepts, parce qu'elle est visuelle, elle est ludique, et puis qu'on aime la créa, qu'on aime la com, c'est vraiment un moment qui est très sympathique. Alors, il y a un piège dans lequel il faut pas tomber, c'est que cette phase-là, moi, je pense qu'il faut pas être trop nombreux à décider. Parce qu'alors là, je pense que on peut très vite se perdre. Moi, j'aime pas le bleu, moi, j'aime pas le vert, moi, je pense que le orange, ça renvoie une idée qui n'est pas de nous, etc. Bon, d'abord, les agences savent très bien ce qu'elles font et je pense qu'il faut faire aussi confiance aux créas dont c'est le job et il faut pas être trop nombreux parce que là, ça, c'est une des difficultés quand on fait de la com, c'est que tout le monde se sent un peu légitime à donner son avis. Alors que quand on fait du développement informatique, bon, bah, les devs, ils sont comme ça, et moi, je vais pas aller challenger mon DSI parce qu'il va avoir fait un dev comme ça, alors que lui, peut-être, il aurait envie de dire, oh, écoute, je sais pas. Ce qui s'est pas du tout passé parce que voilà, d'abord, tout le monde a beaucoup de travail et chacun est dans son périmètre, mais il faut faire attention à ça et je pense que des petits groupes de travail resserrés, ça a aussi pas mal contribué à l'efficacité et au timing assez court parce que peut-être pour vous donner quand même une idée de timing, entre le moment où on a décidé de changer de ça a été validé, on s'est dit oui ben ça y est, c'est le bon moment, on y va. Et le moment où on a changé de marque, enfin devant le grand public, où tous les fronts ont été revus, on l'a annoncé à la presse, etc. En gros, il s'est passé moins de 12 mois et en plein confinement. Ouais, donc c'est ultra rapide, hein, pour un changement de nom, complet, c'est extrêmement rapide.
Oui, oui, c'est rapide. C'est rapide. Alors après, c'est vrai qu'on est une structure essentiellement, quasiment que digitale. On n'a pas d'agence, et Ouais. cetera. Donc, tous ces aspects de fabrication, bah, ça va quand même beaucoup plus vite. Donc, il y avait quand même des prérequis techniques, par exemple, bah, nos cartes bancaires, quand on les émet, il faut les retravailler, et cetera. Donc là, il y a des plannings de fabrication qui sont un peu incompressibles. Mais bon, tout ça, ça se gère, ce n'est que, j'ai envie de dire, hein, comme souvent en communication, ce n'est que beaucoup de rigueur et d'organisation. La communication, enfin, une stratégie de com réussie, c'est souvent beaucoup de rigueur et d'organisation. Et donc après, une fois que tout ça a été validé, que toute la direction générale, les actionnaires sont tous dit, ok, c'est bon, allez, on est d'accord avec le principe graphique, on est d'accord avec le nom et on est d'accord avec le logo. En gros, après tout le reste, finalement, on laisse gérer ça à la com. Ça a été assez simple de le dérouler. Et pardon, je vous coupe, mais justement, quand on parle de timing et de stratégie de bascule, ça a été quoi, cette stratégie? Comment est-ce que vous avez organisé tout ça? Alors, d'abord, on a eu cette première phase que j'appelle de reveal, hein. On a fait le reveal au comité, au COMEX, parce qu'au départ, même le COMEX n'était pas, c'était Ah ouais. vraiment, ouais, ouais, c'était que la direction générale et moi et la com, quoi, qui avons travaillé dessus. On a fait le reveal au COMEX au mois de voilà, en mai. Et on avait et au moment où on l'a fait, bon, tout de suite, il y a eu une adhésion. Ça, c'est hyper important. C'est les premiers signaux que l'on reçoit. Les premiers feedbacks que l'on reçoit, ils sont importants et puis ils sont assez rassurants parce que c'est quand même, bah, il y a une prise de risque, hein. On en a parlé tout à l'heure, c'est quand même une prise de risque. Donc ça, on l'a fait en mai et on s'est dit, on veut basculer rapidement et on le fera. Voilà, c'était le 4 novembre, la bascule de tous les fronts. Pourquoi cette date? Parce que nous, on a une saisonnalité assez forte et on accompagne pas mal de marchands. Donc il y avait le Black Friday qui arrivait, ensuite les fêtes de fin d'année et ensuite les soldes. Et ça, c'est un moment où on savait où on allait recruter énormément de clients. On s'est dit, bah, on va recruter beaucoup de clients. Donc bah, c'est le moment de le faire avec notre nouvelle marque. Ouais, tant qu'à avoir des nouveaux clients, autant qu'ils partent directement avec la nouvelle marque et qu'on n'ait pas à rebasculer tout le monde encore, après coup. Voilà. Donc ça, voilà, donc je fais ce premier reveal, en mai, au COMEX et on annonce tout de suite cette date du rebranding au 4 novembre, avec quelques conditions qu'on s'était fixées. La première étant pas d'impact business. On peut pas se permettre, on est une petite boîte en plein développement, on ne peut pas se permettre de perdre du business, ça serait trop dangereux pour à nous, cette phase de développement. Hem, Avec derrière, par contre, il va falloir installer la marque un peu. Donc on allait faire notre première petite campagne de sponsoring télé. Alors je suis pas en train de parler de 20 millions d'euros de budget média, c'est pas du tout ça, hein, c'est beaucoup plus modeste que ça pour ce lancement. Et puis, il faut bien en scénariser, cette bascule aussi auprès de tous nos clients. Parce que nos clients, ils sont quand même globalement assez fidèles, ils apprécient le service qu'on leur propose en étant Bon Casino. Bah, il faut continuer à les embarquer dans l'aventure Floa. Et donc, on a décrit un peu toute cette scénarisation et la façon dont on l'a travaillé, je pense, a aussi pas mal, contribué, bah, au succès de cette bascule parce que vraiment le 4 novembre, la nuit du 4 novembre, on a vraiment basculé et Bon Casino est vraiment devenu, Floa. Il y avait quand même, vous disiez, finalement en mai, enfin avant mai, il y avait qu'une équipe ultra, ultra restreinte qui était au courant. En mai, le COMEX est au courant. 6 mois après, tout le monde est au courant, donc c'est vraiment ultra court. Mais il y avait vraiment cette notion du secret, qui est dans la construction de la marque. Est-ce que cette notion du secret, ça c'était important aussi pour le lancement? Est-ce qu'il y avait un truc qui se passait, à ce moment-là? Oui, et oui Estelle, complètement. C'était même hyper fondateur. Un changement de marque, il faut pas que ça s'évente, tout d'abord parce que nos concurrents, on n'a pas envie qu'ils le sachent. Donc cette notion de secret, elle a été hyper importante. Donc on avait un nom de code, c'était Olaf. Voilà, le projet Olaf pour Floa, bon, voilà. Et on a commencé, alors au départ, c'était un groupe de travail, je pense, de 5-6 personnes. On a intégré quelques UX designers chez nous, 2-3 projets pour les fronts. Mais on a commencé à travailler avec, ouais, c'est ça, moins de 5 personnes. Donc ça a commencé, voilà, pour les aspects juridiques, pour commencer à lister un peu tous les impacts, et aussi pour voir quelle histoire on allait raconter à nos clients et comment tout ça allait s'articuler. L'articulation de la bascule, a vraiment été, on l'a décidé, je pense, à moins de 10 personnes. On a essayé d'oublier aucune cible. On avait plusieurs cibles. On avait évidemment c'était 2,5 millions de clients à l'époque. Hem, on avait nos cibles médias, tous les journalistes, parce qu'on avait pas mal de communication, RP, et puis on avait aussi toutes nos cibles B2B, les partenaires, je parlais tout à l'heure des voyagistes, par exemple, pour qui on opérait, le fractionné de paiement.
Donc le secret était hyper important, donc d'abord, en interne et ensuite, vis-à-vis de l'extérieur. Donc petit à petit, évidemment, le groupe de travail s'est étoffé. Bon, alors en plus, on l'a fait en plein été, donc ce qui n'a pas été, hyper simple, mais enfin voilà, on est arrivé. Chacun savait parfaitement ce qu'il avait à faire. Après, on reste une petite structure, donc on a l'habitude de travailler en autonomie et à driver ses propres sujets et on l'a fait en 3 temps. Premier temps, on s'est dit: «Bah, à partir, d'octobre, un mois avant, on va commencer à dire à nos clients, bientôt, non pardon, on a d'abord fait une conférence de presse en disant, Floa va se lancer, Bancasino va se lancer à l'international et pour faire ça, ils vont aussi changer de nom. Donc ça a été la 1re chose. Non, il y a eu encore un truc avant. Il y a eu le reveal en interne et ça a été un Ah moment, oui. c'est vrai. Il y a eu donc voilà, début octobre, je crois que c'est le 3 ou le 4 octobre, on a réuni tous les collaborateurs et on leur a présenté la marque. Et alors là, il y a eu véritablement engouement et ça a été super. Ils ont dit: Ah «Oh, génial. c'est vraiment super, Floa, c'est nous». Il n'y a pas eu un moment où on s'est dit: «Ah, ça va être compliqué» et cetera. Pas du tout. Et donc là, on était 200, à l'époque, on les a tous réunis et on leur a dit: «Bah voilà, c'est ça, c'est nous». On l'avait un peu événementialisé évidemment et on leur a dit: «En revanche, par contre, pas un mot sur les réseaux sociaux, c'est chut, vraiment, on va avoir besoin de vous tous là pendant un mois, mais il faut parler de rien». Le lendemain, on a fait cette conférence de presse et on l'a annoncé à la presse, donc tout le monde savait que là, on allait changer de nom. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à dire à nos clients, regardez bientôt, Bancasino devient Floa. Et on a commencé à le mettre un peu sur tous nos fronts, et on a fait monter un peu comme ça, avec une forme de granularité, l'arrivée du nom Floa. Ouais, donc il y a eu en fait une période de quoi? De un mois où Banque Casino et Floa cohabitaient finalement pour que Floa prenne de plus en plus la place, c'est ça? Oui, et exactement. Voilà, c'est ça. Et cette période-là, on l'a voulu la plus courte possible parce que on peut se dire qu'il faudra des mois, et cetera. Et c'est vrai que c'est rassurant de se dire que les 2 marques vont cohabiter. Bon, bah, moi, j'ai pris le pari, peut-être audacieux maintenant que j'y pense, de se dire: «Non, il faut le faire rapidement. De toute façon, si on l'explique bien, il faut que ils adhèrent rapidement à qui on est. Si on s'est pas trompé sur toute la phase de positionnement, d'architecture de marque et que finalement le logo et le nom ne sont que la conclusion de tout ça, ils vont vite, se rendre compte on est plus Floa que Banque Casino. Et d'ailleurs, nos partenaires, quand on a fait le reveal, plusieurs m'ont dit: «Mais en fait, vous étiez déjà Floa». Ouais. C'est donc Mmh. on a simplement ce que je disais tout à l'heure, on a simplement remis à niveau notre branding de là où on était. C'était la marque qui était un peu en retard et notre positionnement de com qui était un peu décalé par rapport à qui nous étions déjà. Donc c'était assez simple, mais bon, on avait quand même beaucoup de clients déjà et il fallait bien les embarquer dans cette aventure. Donc pendant un mois, on a fait ça. Et sur voilà, toutes les prises de parole que l'on avait, on signait, Mon Casino devient bientôt Floa. Non, mais je suis d'accord avec vous, c'est toujours un moment, c'est toujours une vraie question qu'on se pose de se dire: «Est-ce qu'on garde les 2 marques ensemble pour que les gens s'habituent, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils entendent, pour qu'ils» et cetera? Bien sûr qu'on a souvent envie de faire ça, mais en même temps, c'est une espèce d'entre-deux, bon, qui est toujours aussi compliqué aussi à gérer et je suis complètement d'accord. Si à la base, la raison pour laquelle on change de nom, c'est parce que notre nom ne correspond plus à qui on est, et ben, en fait, le nouveau nom, si on a bien fait notre travail et on espère qu'on l'a bien fait, le nouveau nom devrait être plus facile à vivre que l'ancien, logiquement. Donc le pansement, il doit pouvoir être enlevé, assez rapidement finalement puisqu'il est supposé être plus naturel finalement, le nouveau nom. Et oui, c'est ça. Le pansement doit être enlevé, sans douleur assez rapidement. Donc on a eu cette première phase. Ensuite, on a basculé absolument tous nos fronts, donc l'appli, les sites internet, toute la communication client, la communication réglementaire, enfin tout est passé, en Floa. Ça, même au niveau de la com interne, ça a été un super moment parce que là, les équipes étaient toutes mobilisées autour d'un projet commun. C'est super aussi pour la marque employeur d'avoir un projet comme ça qui embarque, toute la société. Et alors après justement, je rejoins ce que vous dites, c'est à quel moment on n'est plus du tout Bon Casino parce que on a c'est compliqué parce qu'on a fait, ben, bientôt Bon Casino devient Floa. On a eu quand même Floa, le nouveau nom de Bon Casino. Bon bah ça, on a essayé et en fait, on s'était dit: «Bah, en janvier, on veut plus du tout de Bon Casino. Tout aura terminé». Et ça s'est fait assez naturellement et le bilan a été quand même, assez positif. Parce que non seulement la promesse qu'on s'était fait au départ, c'est pas d'impact business, et vraiment que ça réponde à un besoin, pour accompagner le développement de notre société.
je pense que tous les objectifs ont été globalement atteints. On n'a pas eu d'impact business. Vraiment, on a même eu des retours très positifs de nos clients, parce que forcément, on avait énormément d'indicateurs qu'on a suivis, on a fait des études, etc. Et puis surtout en interne, de voir les collaborateurs qui s'approprient aussi facilement le nom, bah, c'était quand même un vrai plaisir. Et on a même eu une satisfaction supplémentaire après ce rebranding. Il se trouve qu'au même moment, on a concouru à l'élection du service client de l'année. Et notre promesse au Floa, c'était simplifier la banque pour faciliter la vie. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient vraiment beaucoup, parce que la banque, c'est compliqué, ça demande des efforts, etc. Et on le travaille vraiment à tous les étages bah, de notre activité. Et on a remporté juste après cette élection du service client de l'année, alors qu'on était en plein rebranding. Donc finalement, ça a quand même été aussi, ça n'a pas gêné opérationnellement le business. Donc oui, on peut faire un rebranding euh, sans avoir d'impact négatif, mais par contre, évidemment, il faut de la rigueur, quoi. Voilà, il faut de la rigueur et bien travailler en amont. La phase évidemment le positionnement, et surtout cette phase de déploiement. C'est aussi important que un rebranding réussi. Si on rate sa phase de déploiement opérationnellement, si les clients n'ont pas bien compris, si on a oublié certaines cibles, etc., je pense que ça peut vraiment mettre en péril le lancement de cette nouvelle marque, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bon, mais super. Je vais essayer de résumer un petit peu ce qu'on s'est dit là, mais je trouve que c'est ultra riche parce que d'abord, c'est intéressant de regarder quand même un grand groupe bancaire, donc qui a une visibilité de millions de clients. Enfin, on n'est pas, c'est loin d'être anodin. Donc, il y avait une véritable prise de risque à le faire, mais en même temps, comme vous le dites, c'était nécessaire parce que il y avait un décalage entre ce qui est Floa maintenant et ce qui était et ce qui est toujours d'ailleurs Banque Casino. Donc, il y a un moment donné, quand il y a dissonance, il faut y aller. Et c'est vraiment là, moi, je trouve que c'est important de le dire, c'est que c'est vraiment là le moment fondateur et la vraie raison, le pourquoi du changement de nom, c'est quand il y a dissonance. C'est pas pour se faire plaisir qu'on change de nom, c'est qu'il y a vraiment du sens derrière et que le nom porte quelque chose de qui on est. Donc si ça ne porte plus ou si ça porte mal, c'est le bon moment effectivement pour changer. Et puis comment est-ce qu'on fait pour changer de nom? Première chose super importante, c'est vraiment d'aller travailler le positionnement et c'est là que tout se construit finalement. C'est au moment du positionnement parce que le graphisme qu'on aura après en troisième étape sur la charte graphique ne fait que découler de tout ce positionnement. Si on a bien bossé le positionnement, si on est ultra clair sur qui on est et ce qu'on veut transmettre, finalement les créas, eux, ils savent faire ça. C'est leur boulot de le faire. Ils le font très bien. Donc, une fois qu'on a travaillé le positionnement, on est quand même complètement libéré. La partie validation juridique, ultra importante, et vraiment à déléguer à des professionnels parce que on peut pas s'inventer juriste en propriété intellectuelle. Et puis, en troisième étape, charte graphique, logo, voilà, développement de toutes les coms, etc. Et la dernière étape, mais qui est une étape ultra, ultra importante, c'est effectivement cette planification, comprendre comment est-ce qu'on va faire les choses, à quel moment, comment est-ce qu'on va organiser. Il peut y avoir des impacts production. Vous parliez des cartes, des cartes bancaires notamment. Bah, il faut quand même effectivement prévoir le temps de les produire. Si on produit un produit dans son activité, bah, évidemment, il va falloir faire rentrer ça en ligne de compte. C'est vrai que sur le digital, on a de la chance. C'est plus facile de changer de nom quand on est une marque digitale que quand on est une marque physique. Je me souviens du changement de logo de la Poste qui devait changer ses enseignes sur toutes les postes de France. C'était quand même assez complexe. Bien évidemment, sur le digital, on va avoir moins de coûts puisqu'il suffit de changer le logo et boum, il change immédiatement sur tous les endroits où on est présent. Donc, en tout cas, cet élément de timing est extrêmement important. Et ce que vous disiez qui je trouvais ultra important, c'est qu'on pense la marque et souvent on pense marque et client. Il faut absolument pas oublier l'entreprise et les personnes qui travaillent avec nous. Et le fait d'avoir ce reveal à l'ensemble des équipes la veille de l'annonce presse, je trouve que c'est super important parce que ces fondateurs, c'est eux qui vont porter la marque après. C'est eux qui vont la voir tous les jours devant eux. Si eux ne la vivent pas, j'imagine que l'histoire, elle fonctionne pas aussi bien. Ouais. Ce sont nos meilleurs ambassadeurs, donc il faut vraiment pas négliger l'interne quand on fait un changement de marque, ça c'est évident.
bien sûr. Super. Parfait. Beh, merci beaucoup, merci infiniment Fabienne. Si on veut en savoir plus, sur Floa, si on connaît pas Floa et qu'on veut découvrir un peu plus la marque, où est-ce qu'on peut aller? Alors, si vous avez envie de découvrir la marque, vous allez sur le site floa.com ou Floa Bank, qui est plus le site B2C, et vous trouverez plein d'informations, sachant qu'on est basé à Bordeaux, qu'on recrute énormément de jeunes talents, en ce moment. Voilà, et qu'on a une marque, digitale, qui continue de se développer parce qu'à l'époque, je disais, on avait 2 millions de clients, aujourd'hui on a plus de 3,5 millions. Waouh, Donc bravo. le développement continue, c'est la suite de l'aventure. Génial, bravo. Ben voilà, si vous avez envie d'aller travailler, pour Floa, n'hésitez pas à contacter, Fabienne ou à contacter, les services RH, je suis sûre. Mais très, très bonne idée. En tout cas, merci infiniment Fabienne d'être venue nous parler de ce changement de nom. C'est vraiment, quelque chose qui est pas simple, quand on est face à cette question de faut-il ou ne faut-il pas changer de nom et comment est-ce que je fais? Bien souvent, on a, quelques nuits un peu difficiles et je trouve que vous nous avez expliqué très simplement et très clairement comment faire et comment le faire bien sans renier sa marque et sans renier qui on était avant. Donc, pour ça, merci beaucoup. Vous êtes la bienvenue quand vous voulez sur le podcast du marketing, Fabienne. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Estelle. J'ai adoré cet échange avec Fabienne. Ce qu'on comprend immédiatement quand on l'écoute, encore une fois, c'est que la chose la plus importante, c'est de savoir qui l'on est, d'être en phase avec nos valeurs. Et le jour où on n'est plus en phase avec nos valeurs, le jour où notre nom n'est plus raccord avec ce que l'on fait, ce que l'on veut être, nos valeurs, eh bien, c'est le bon moment pour en changer. Alors merci encore Fabienne d'être venue nous partager ton expérience de changement de nom sur Floa et surtout nous dire ultra concrètement comment est-ce qu'on fait, quand est-ce que c'est le bon moment et comment est-ce qu'on va pouvoir organiser ce changement de nom. Merci infiniment. Je suis sûre qu'il y a pas mal de personnes en ce moment qui sont en train de se dire non mais attends, est-ce que j'ai vraiment le bon nom pour mon entreprise, mon activité ou mon produit? Est-ce que il serait pas temps finalement de changer les choses? Si c'est votre cas, réécoutez cet épisode parce que franchement, Fabienne nous a donné tellement d'éléments à travailler qu'une deuxième écoute peut vraiment vous aider. La semaine prochaine, je vous propose un épisode un peu différent. Je vais être honnête avec vous, c'est l'épisode dont je suis la plus fière depuis le lancement du podcast du marketing. La semaine dernière, je vous parlais de mentoring. Et bien, la semaine prochaine, c'est précisément ma mentor que je reçois. Amy Porterfield. Attention, c'est du très lourd que je vous propose. Amy, c'est l'une des références du marketing aux États-Unis. C'est la spécialiste de la formation en ligne. Ne manquez pas cet épisode et préparez-vous à prendre des notes. Je vous dis à très vite.